Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis matins, nous sommes en direct pour le libre journal des controverses. Je salue mon prédécesseur, mes prédécesseurs du libre journal de géopolitique profonde, Nicolas Stocker et Lara Stam. Ils sont tout beaux, tout frais. Surtout le Nicolas, là, il est tout rougeau, là. Il a eu l'air frais de Bretagne qui lui a fait du bien. On sent là qu'il est parti. Je salue bien entendu Virginie, la sublime Virginie, la réalisatrice de l'émission. On s'arrache Virginie dans toutes les rédactions nationales, à RTL, à Europa, ils se l'arrachent. Ben non, elle est à Radio Courtoisie. Je salue Sylvie, que vous avez pu entendre d'ailleurs la semaine dernière. Elle a, je crois, la plus belle écriture, mieux encore que Patrice. Voilà, donc elle est au standard et elle prendra tous vos commentaires, toutes vos questions et je sais qu'elles seront très nombreuses. Alors je suis très content, je reçois ce matin notre amie Jeanne Brecciani, corse de son état. Elle a écrit un très beau livre, un roman, et ça change des essais, parce que voilà, je le dis, bon, j'aime bien recevoir des essais, mais envoyez-moi aussi des romans, si vous le pouvez, ce serait sympathique. Son dernier roman, Locus Niger. Niger, pardon. Niger, parce qu'on prononce à la latine, c'était un G dur. Locus Niger ou Le Fils maudit, édition Maya, le fils maudit de Mussolini. C'est ça. En tout cas, oui. Merci Mike de m'avoir invité et merci à tous les éditeurs qui nous écoutent. Édition Maya, c'est une belle maison d'édition. Ah bon, d'accord. Bon, bah, je suis désolé. Il y a beaucoup à dire. Je ne vais pas en dire plus. Il y a beaucoup à dire. Je les remercie de m'avoir édité, effectivement, mais le suivi et le... ça c'est partout dans toutes les maisons d'édition. N'est pas l'idéal. Ça, malheureusement, les maisons d'édition, aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Oui, malheureusement. Alors, moi, je vous ai rencontré, j'étais très content de vous rencontrer dans des manifestations contre le pass. Et je voudrais un peu en parler parce que c'est quand même important. Parce que souvent, les médias disent « Ah voilà, tous ceux qui manifestent contre le pass, contre la crise sanitaire, enfin les mesures, contre la guerre, contre ceci et cela, ce sont les reclus de notre société, les marginaux, ils sont... Ce qui est faux, hein. Faut dire les choses. Disons que moi j'ai toujours été en opposition avec le pouvoir, avec beaucoup de choses, avec les institutions, la famille, etc. Donc c'est un petit peu normal. Et puis surtout, ce qui m'a vraiment... Alors, bon, cette histoire-là, cette répression, cette oppression, on la connaissait déjà. Hein. Elle ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui. Mais disons que ce qui m'a le plus marqué, qui m'a fait sortir de mes gonds, en quelque sorte, c'est cette espèce d'intrusion dans la vie privée qu'effectuait la police et l'État. Quoi. Je crois que c'est la chose qui m'a fait péter un câble. Quoi. Mais vous le comprenez que les gens, dorénavant, s'en accommodent et le demandent même. Oui, je sais. Il y a beaucoup de gens qui se glorifient même de porter un masque, de faire vraiment une œuvre... civile, etc., d'accomplir un geste tout à fait, humaniste et compagnie. Mais moi, vraiment, c'est la chose qui... Je crois que c'est la chose que j'ai supporté le moins. Je le dis dans le livre, d'ailleurs. Hein. C'est la chose que j'ai le moins supportée, c'est cette privation de liberté, cette limitation du corps, en fait. Cette espèce alors que jusqu'à présent... j'étais dérangée, mais je m'en accommodais en quelque sorte, puisque je raconte aussi, ce livre, c'est aussi un parcours de vie et un parcours professionnel. Et dans mon parcours professionnel, je m'accommodais des choses, c'est-à-dire que je trouvais toujours un moyen de les contourner, de les détourner, bon, et même d'aller plus loin parfois. Alors que là, cette espèce d'oppression, de restriction en fait physique, ça m'a vraiment c'est quelque chose qui m'a vraiment fait sortir de moi-même et qui m'a fait sortir dans la rue d'ailleurs avec des pancartes et des masques parce que je ne pouvais pas l'exprimer autrement à ce moment-là. Hein.
après j'ai écrit le livre. Mais bien avant l'écriture du livre, j'avais ce projet d'écrire sur le fascisme et le totalitarisme qui existent en chacun de nous, en quelque sorte. C'est-à-dire cette espèce de despotisme, oui, qui existe et qui est parfois qui se révèle à des moments cruciaux. Et même chez des gens, des individus, des particuliers, comme le directeur du musée, qui lui-même, se sentant victime, devenait persécuteur à la fin. Bon. Enfin bon, bref, si vous m'interrogerez là-dessus si vous voulez. Mais moi, c'est vraiment ça qui m'a fait sortir, qui m'a fait réaliser en quelque sorte l'ampleur Mais des est-ce que vous choses. comprenez, parce que j'imagine, parce que j'ai interrogé tellement de gens sur la question, et à chaque fois, ces gens m'ont dit, j'étais en marge de ma famille, j'étais en marge de mes Oui, proches, de mes amis. Donc ça veut dire que, en gros, on est minoritaire à ce moment-là. Est-ce mmh. que vous comprenez d'être en marge? Et deuxième chose, est-ce que vous comprenez que cette majorité, eh bien, de toute façon, elle voit ça comme une forme de bénédiction parce qu'elle se dit, ah mais l'État s'occupe de moi et donc je suis un de ses enfants et donc j'en suis heureux. Ah bah, ceux qui n'ont jamais réagi de leur vie, en face de quelque injustice que ce soit, évidemment, se forment la majorité. Moi, depuis l'enfance, je me suis toujours insurgée. C'est-à-dire, je ne comprenais pas l'injustice envers des petites camarades de classe, je les défendais parfois, évidemment, parce que j'avais le beau rôle aussi, hein, à l'époque, j'étais une fille d'enseignant, ma mère et mon père. Et donc, je me sentais protégée, donc je prenais la liberté de défendre les gens qui, même contre eux, hein, je prenais la liberté de les défendre, même contre mes parents. C'est-à-dire que parfois, je m'opposais ouvertement, petite, à mes parents. Pour ça, pour des choses que je trouvais vraiment, horribles, quoi, de mon point de vue, quoi. C'est-à-dire des enfants qui étaient maltraités ou qui étaient parce qu'à l'époque, on prenait des roustes, hein, dans les dans C'est les pas classes, aujourd'hui, hein. hein. On prenait des C'est pas roustes et l'éducation inclusive. je m'en inquiétais. Je veux dire, parfois, je le signalais même, je ne pouvais pas m'en empêcher, hein. Je ne pouvais pas supporter ça. Je ne pouvais pas supporter cette violence Donc qui vous est vous supportez pas l'injustice. supportais pas l'injustice, non. J'ai toujours, vécu avec ça un fort sentiment d'injustice et donc finalement, les gens qui ont réagi, ce sont tous ceux qui, justement, réagissaient déjà avant, qui n'ont pas attendu ce moment-là, ces événements-là pour réagir, qui devaient réagir probablement avant et souvent. Vous avez perdu des amis, des proches? Moi, j'ai perdu quelques amis, alors bon, certains me disent: «Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le covid, ça n'a rien à voir avec la picouse, ça n'a rien à voir avec ça». Mais oui, j'ai perdu des amis et surtout, j'ai constaté que des personnes plus âgées, que je voyais et que je vois encore parce qu'il y en a encore quand même qui ont perdu beaucoup de leur faculté mentale. Ça, c'est la 1re, impression que j'ai eue, c'est qu'ils ont perdu, peut-être à cause de cette espèce de comment on appelle ça? De pétrification du sang, en fin de compte. Je pense qu'ils ont perdu beaucoup de leur faculté mentale. Coagulation un peu excessive du sang. On sait que maintenant, C'est vrai qu'on ça a on n'en produit parle des... pas beaucoup, et pourtant ça devrait faire partie de ces fameux effets. C'est que, bah, moi je le dis, bon, ma mère n'est pas vaccinée. Et tiens, je vais vous raconter l'histoire. Elle n'est pas vaccinée alors qu'elle allait y aller. Mais il se trouve que mes parents, ils habitent en face de Radio Courtoisie. Et, et je faisais une émission avec Orion Code, avec Alexandra Orion Code. Donc on sort de l'émission, on traverse la rue. Et qui traverse la rue en même temps? Ma mère, pour aller se faire vacciner. Et alors je lui dis, bah tiens, je te présente Alexandra Orion Code, généticienne, etc. Et je lui dis, mais tiens, Alexandra, qu'est-ce que tu penses de cette fameuse injection? On va dire que injection.
tous les tests qui ont été faits sur les animaux, tous les animaux sont morts. Et du coup, vous savez quoi? Ma mère, elle a fait demi-tour, elle est rentrée chez elle, elle s'est pas fait vacciner. Ce qui signifie qu'elle n'est pas, comment dire, elle a refusé la vaccination non à cause de vous ou grâce à vous. Non, c'est à cause de quelqu'un d'extérieur. Oui, mais mon père, lui, il se trouve que mon père, il a 23 ans de plus que ma mère, donc il a 93 ans. Ah, quand même. Ouais, voilà. Donc lui, il l'a fait. Et il est, je le vois aujourd'hui, les conséquences mentales dans sa tête, oui. c'est hallucinant. Sur les personnes âgées, c'est ça. C'est hallucinant. C'est-à-dire que ça n'a peut-être pas forcément engendré, parce que chacun a son point faible. Hein. Bien sûr. Chacun a son point faible, donc il réagit en fonction du point faible. Voilà. Et physiologiquement. Donc, effectivement, tout le monde ne va pas réagir de la même manière, ne va pas faire une myocardite ou une péricardite ou un truc comme ça. Mais le point faible est attaqué, c'est ça. En général. Et alors, mon père, j'allais été hospitalisé, et les médecins disent non, mais vous comprenez, il a 93 ans, machin. Voilà. Donc, vous parlez à des murs, et donc, du coup, il ne sera pas pris en compte comme étant, entre guillemets, victime de l'injection. En revanche, mon médecin, qui lui est allé que j'ai accompagné jusqu'au seuil d'un mouroir, comme je l'écris, un mouroir de luxe, parce qu'il était quand même assez aisé, hein, pour ne pas dire très riche. Donc lui, sa femme, évidemment, ne pouvait plus le supporter parce qu'il avait une sorte de maladie de Parkinson et qu'il faisait n'importe quoi un peu. À la fin, il perdait la tête, bien avant le Covid. Lui, dans ses moments de lucidité, il disait « ce sont des conneries, tout ça. C'est vraiment pour enrichir les laboratoires, etc. Moi, je me refuse au vaccin, je refuse d'être vacciné. » Malheureusement, il a été vacciné quand même parce qu'il était dans un EHPAD. Et donc, on l'a vacciné à son insu. Mais vraiment, il ne s'en est pas rendu compte. Et il est mort 2 ans, 3 ans après. Alors, venons sur le livre. Oui. Voilà, quand même, qui est important. Pourquoi justement ce livre? Parce que vous l'avez écrit il n'y a pas très longtemps. Oui, je l'ai écrit il y a un an. Enfin, je l'ai terminé il y a un an, mais je l'ai écrit pendant 4 ans. Voilà. Voilà. Et voilà, quelle est la genèse un peu de ce livre? Alors, la genèse de ce livre, c'est que justement, je voulais écrire une histoire à partir d'un individu ayant vécu sous le fascisme moussolinien, en fait. Et donc, quoi de mieux que son fils? Est-ce que vous Quel vouliez... exemple meilleur que son fils? Bien sûr. Hein? Alors, on va parler de ce fils, mais oui. Avant ça, une petite question. Est-ce que vous voulez faire une analogie, enfin un parallèle, avec la situation actuelle? Avec la situation actuelle. Oui. Est-ce que c'est ça l'objectif? Oui. Mais la situation actuelle ne s'était pas encore produite. C'est ça qui est étonnant. C'est vraiment, il y a une sorte de timing divin, si je puis dire. Hein. La situation actuelle, elle s'est produite presque en même temps, puisque pendant que j'écrivais, c'est-à-dire j'ai commencé à écrire dans l'été 2019, en fait. Je commençais à rédiger les premières pages de ce livre, et évidemment en explicitant ce que signifiait aussi le locus niger, c'est-à-dire la substance noire, celle qui se trouve dans notre cerveau et qui produirait la dopamine, donc le siège de nos émotions, de tous les plaisirs, etc., puisque c'est ça qui vous donne ce frisson quand vous entendez une musique ou une belle phrase ou quelque chose qui vous émeut et qui vous transporte en quelque sorte. Donc j'avais commencé cette histoire en été. Bon, après, évidemment, j'avais entendu dire qu'en Chine, ils avaient commencé à construire des hôpitaux à toute vitesse. Je m'en moquais un peu parce que je n'y attendais pas vraiment à ce déclenchement. Mais bon, il m'avait été prédit depuis longtemps. Hein. Puis en plus, depuis toujours, j'attendais un séisme et il advint, comme je l'avais écrit dans un de mes livres précédents. Donc, en même temps, ça ne m'a pas vraiment surprise, hein, cette histoire. Mais bon. Quand le Covid est arrivé, c'est-à-dire quand les premières mesures, plus exactement sanitaires, sont arrivées, les premières mesures liberticides, en fait, bon, j'étais en train d'écrire ce livre et ça s'est, ça s'est agencé de cette manière, c'est-à-dire que j'ai des événements, bon,
je ne savais pas encore ce qu'il donnerait, ni sur ma personne, ni sur d'autres, hein. Je ne savais pas encore ce que ça produirait, mais j'avais quand même pris la peine de mettre ça au futur, quoi, d'interpréter certains faits à venir quand même, en mettant des choses comme ça, en suspension, en quelque sorte, dans les premières lignes du texte, parce que en fait, bon, il s'agissait de raconter l'enfance du Duce aussi, de raconter ma propre enfance et l'enfance du Duce, puisque c'est une incarnation, c'est une réincarnation, à travers un personnage qui s'appelle Augustine, qui va voir une thérapeute qui s'appelle Gemma Lieto, Augustine Orlandi, qui va voir une thérapeute Gemma Lieto, et cette thérapeute lui dévoile petit à petit l'existence de ce fils du Duce qui s'est incarné en elle, en fait. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se goupille. Et donc, comme les événements étaient là et que j'étais en train d'écrire, etc., donc je projetais les futurs, les choses possibles au futur, c'est-à-dire que, bon, voilà, ça arriverait, mais bon. Et en attendant, j'écrivais sur cette histoire, j'écrivais sur l'histoire de cette incarnation, etc. Donc ça me permettait, si vous voulez, d'anticiper un peu sur les événements à venir. Et en même temps, j'écrivais cette histoire où je racontais comment dire, la maïeutique, l'accouchement de ce fils du Duce à travers le personnage d'Augustine. Voilà. C'est ce qui m'a permis, en fait, de tricoter cette histoire. Et puis, ce pauvre garçon a eu quand même une destinée tragique. Une destinée tragique, puisqu'il a été interné. Mais avant d'être interné, il a été séparé de sa mère, elle-même internée, Ida d'Alzer, qui était une Autrichienne, et qui était suspectée, pas seulement pour les écrits qu'elle écrivait au Duce et au pape, elle écrivait à tout le monde, elle écrivait à tous les hommes politiques qu'elle connaissait. Quand il y a eu l'ascension de Mussolini, en fait, au pouvoir, d'abord Premier ministre et ensuite donc le Duce que l'on connaît. Donc cette femme qui défendait, qui voulait absolument la reconnaissance de son fils, Albino, en fait, il s'appelait Albino Benito Mussolini. Il avait été reconnu précédemment, enfin du moins d'après ce que décrit Alfredo Pieroni dans son essai. Il avait été reconnu par le Duce, mais comme lui-même, il avait une fille de 5 ans plus âgée que Albino, qui s'appelait, comment elle s'appelait déjà, Eda. Donc cette fille-là, qu'il avait avec une femme, Raquel et Rachel, en français, mais bon, moi je prends le prénom italien Raquel. Donc, est-ce qu'il était marié avec Raquel? Et je ne pense pas, je pense qu'il s'est marié après. Mais il s'est marié d'abord avec la mère du fils du Duce, Ida d'Alzer. Et à partir de là, comme il ne voulait pas être soupçonné, comme il avait de grandes ambitions, qu'il ne voulait pas être soupçonné de bigamie, de polygamie, tout ce que vous voulez, il a voulu renier l'enfant. Et comme la mère aussi était au courant de secrets d'État, en particulier d'une collusion avec la France dans des histoires vraiment de fascisme, etc. Enfin et elle était impliquée dans des secrets d'État. Donc, si vous voulez, tous les gens qui étaient dans l'entourage du Duce, les proches, disons, conseillers, les proches ministres et compagnie, plus tard, évidemment, parce que ça ne s'est pas produit tout de suite, ils ont voulu la faire interner. Donc, elle a été internée d'abord. Lui, il a été séparé. Il a vécu avec sa famille, la famille de sa mère, c'est-à-dire la tante et les oncles, enfin l'oncle par alliance, parce que c'était la mère, je crois, qui était la sœur de sa mère. Donc, il a vécu comme ça quelques années dans sa petite enfance. Et puis après, on l'a mis en collège. Et puis finalement, il a fini interné dans un asile psychiatrique à Montbel, dans je sais plus, dans la région de Trento, je crois, ou quelque chose comme ça. Lui, il a été maltraité toute sa vie parce que chaque fois qu'il devait faire quelque chose, qu'il devait se marier, qu'il devait se fiancer, le Duce y voyait un mauvais signe,
parce qu'il s'en vantait quand même, il se vantait d'être le fils du duce. Parce que c'est sa mère qui lui disait qu'il fallait être fier d'être le fils du duce, etc. Bien que sa mère ait pris conscience très très vite des agissements et du caractère vraiment impérieux et dominant et fasciste, en quelque sorte, de son compagnon, quoi, de Mussolini. Et elle l'a défendu pendant très longtemps, mais à la fin, elle écrivait des lettres où disait Duce, tu es un misérable. Hein. Et puis elle avait fait un esclandre aussi dans le... Alors lui, avant d'être Premier ministre, il avait un journal elle lui avait offert un journal, pratiquement, Popolo d'Italia, je crois, parce qu'elle avait vendu son cabinet d'esthétique. Elle avait un cabinet d'esthétique, un cabinet oriental, et elle avait vendu tout ça pour que lui puisse accéder à ce pouvoir-là, journalistique, en fait. Et elle avait fait un esclandre dans la cour de ce journal, où elle l'avait, avec l'enfant dans les bras, hein, où elle l'avait traité absolument de tout, elle l'avait humiliée, elle l'avait insultée, mais bon, il la traitait de folle après, il la traitait de tout ce que vous voulez, il la traitait même comment on appelle ça, de maître chanteur. Il n'y a pas de mot en France, pas très joli, maîtresse. Bon. Donc il la traitait de maître chanteur parce soi-disant, elle lui faisait du chantage, sûrement pour des raisons de secret d'État aussi. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.